la volonté au niveau européen de pousser l'innovation au niveau des paiements. Et pour ça, il y a une directive qui oblige les banques à donner accès déjà aux données bancaires. Donc ça, c'est le fameux open banking qui vient de là, et les technologies que Bridge a développées pour ça. Et au-delà de ça, à permettre, via les API, des banques qui doivent fournir peu ou prou les mêmes fonctionnalités que tu trouverais sur ton interface bancaire. Et donc notamment, initier un virement. Et donc tu peux aujourd'hui, via l'API Open Banking, faire un virement depuis un service tiers. Donc si tu connectes ta banque via un service comme celui de Bridge à un service tiers, tu dois pouvoir effectuer un virement depuis ce logiciel et qui enverra finalement un ordre de virement à ta banque. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour l'événement incontournable qu'est le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités de notre écosystème en France, qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players. Ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Depuis juillet 2019, les Digital Doers rassemblent des témoignages uniques et de grande qualité directement accessibles ici même, mais aussi sur les chaînes partenaires. En effet, je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour des prestataires de services, du retail et du e-commerce. Le concept est simple, inviter un prospect à venir discuter de votre problématique avec un expert maison dans une conversation tripartite. Vous êtes intéressé? N'hésitez pas à me contacter directement sur le site lesdigitaldoers.com ou via LinkedIn. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute, toujours sans coupure. Les moyens de paiement représentent un enjeu crucial pour les retailers et les e-commerçants. Leurs objectifs sont multiples, minimiser les coûts de transaction, prévenir la fraude ou encore augmenter le taux de conversion. Pour les consommateurs, ces derniers cherchent souvent à utiliser des méthodes de paiement pratiques et sécurisées. Côté solution, le paiement en plusieurs fois, le fameux BNPL, est de plus en plus populaire en permettant aux consommateurs de différer le coût d'achat sur plusieurs mois. Les wallets de paiement tels que PayPal ou Apple Pay offrent une alternative pratique aux méthodes traditionnelles et sont de plus en plus utilisés eux aussi par les consommateurs. Bien sûr, les cartes de paiement restent le moyen le plus populaire pour les acheteurs, surtout en France, mais les vendeurs restent confrontés au coût des frais de traitement et sont dépendants des CIM, c'est-à-dire les réseaux comme Visa et Mastercard. Dans un marché hautement réglementé, l'option du virement instantané, aussi appelé Instant Payment, fait son chemin. Si on devait le présenter rapidement, on pourrait dire que l'Instant Payment est un système de paiement en temps réel qui offre une solution rapide, sécurisée et efficace pour les transactions financières en ligne et hors ligne, et que c'est une initiative européenne. Pour en parler en détail, j'ai le grand plaisir de recevoir Olivier Binet, CEO de Bridge, dont BPCE est un actionnaire important. Sa proposition de valeur se structure autour de l'open banking et sa technologie simplifie l'initiation et la collecte de paiements. Comme d'habitude, nous allons d'abord prendre de l'altitude, si je puis dire, et parler du marché du paiement en général, de ses tendances, de ses évolutions et également de sa réglementation. Nous poursuivrons sur la proposition de valeur de Bridge pour comprendre en quoi elle est singulière sur le marché. Et enfin, nous illustrerons tout cela par un business case. Mais avant de commencer, Olivier, peux-tu te présenter en quelques mots ? Merci beaucoup, bonjour à tous. Merci de m'avoir aujourd'hui avec toi. Écoute, c'est un vrai plaisir. Alors, qui es-tu, Olivier ? Alors, écoute, moi je suis Olivier, on a à peu près le même âge, et moi j'ai commencé mon parcours aux États-Unis. Tu vois, c'est là-bas que j'ai fait mes études et j'ai étudié. T'avais étudié quoi ? Alors, j'ai fait des études d'ingénieur et de psychologie en même temps. Ouais, c'est pas commun, non ? C'est pas commun. Et comment on fait le rapprochement entre les deux ? Pourquoi ? Eh bien, écoute, quelque part, moi j'adore comprendre comment les choses fonctionnent et comment les gens fonctionnent. Et tu vas voir qu'on va en reparler tout à l'heure dans le paiement, mais que parfois il y a des logiques, des rationalités qui peuvent nous échapper quand on n'a que la vision ingénieur
Il y a d'autres rationalités pour l'humain, et les deux me fascinent autant l'une que l'autre. C'est-à-dire que t'as réparti ton temps autant pour la dimension ingénieur, c'est-à-dire tout à fait binaire au sens rationnel du terme, et puis sur la psychologie? Écoute, pas autant, un peu plus sur le côté ingénieur, mais oui, beaucoup de psychologie également. Donc t'as fait tes études où aux États-Unis? À Virginia Tech, Ok. sur la côte Est. J'y ai passé quelques années merveilleuses. Bon, tu sors diplômé en quelle année? En 99. En 99. À l'époque des Pentium, à l'époque où Internet était encore naissant, à l'époque où même le e-commerce était naissant. Balbutiant, ouais. Ouais, vraiment naissant, même si aux États-Unis, c'était nettement plus développé qu'en France. Comme je sais pas mal d'allers-retours, je pouvais comparer les différences. T'as initié ta carrière aux États-Unis ou t'es rentré en France? Non, j'ai commencé aux États-Unis. En fait, j'étais recruté sur le campus, donc je me suis dit pourquoi ne pas rester. Et je suis resté. J'ai commencé comme consultant pour une grosse boîte de RP qui fonctionnait beaucoup avec Internet. Donc une boîte de ERP, voilà. Pas de RP. Non, pas de RP. De ERP. Donc un job assez technique. Ouais. Assez technique pour commencer. Là, tu avais comme mission d'accompagner les clients, tu étais en avant-vente, c'était quoi? Non, j'étais plutôt en après-vente. Ouais. J'étais en implémentation de l'ERP chez des très gros clients. Ces très gros clients, c'était des universités ou des entreprises du Fortune 500, donc des grosses boîtes. Donc des projets qui s'installent dans le temps, dans la durée ou Des projets très gros, très longs, avec beaucoup de consultants. T'as fait ça combien d'années? Juste un an. J'ai pas tenu tellement plus longtemps. C'était un peu trop étriqué. Ouais. Ça m'intéressait pas plus que ça. Et puis, je t'avoue que j'en avais marre d'habiter aux États-Unis. Ça faisait 4-5 ans que j'étais là-bas. J'en avais marre. J'avais envie de rentrer. Ok, donc tu rentres. Donc, je rentre. Et sitôt rentré, je suis recruté par une boîte américaine qui est connue là-bas. Évidemment. Tu sais, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui avaient fait leurs études aux États-Unis. Ouais. De Français qui avaient fait leurs études aux États-Unis. Il n'y avait pas beaucoup. C'était assez rare. Une boîte américaine qui était une boîte de conseil spécialisée dans tout ce qui est très Internet, qui s'appelait Cambridge Technology Partners, prof d'Harvard qui avait dit non mais maintenant le conseil traditionnel c'est pas s'adapter à Internet, il faut quelque chose de spécial. Et il avait monté cette boîte, Cambridge Technology Partners, donc j'avais été très fier d'être recruté par cette boîte. C'était pas très connu en France, mais qu'il était assez aux États-Unis. Et donc qu'est-ce que tu allais faire? Écoute, j'allais aider les entreprises à se digitaliser finalement et à utiliser les capacités d'Internet, les capacités d'Internet pour être plus performants en général. Donc ça passait du CRM à du e-commerce. Là on est en 2001. Là on est en 2000. 2000. Là on est en 2000-2001, ouais. Ouais, 2000. les années qui sont un peu compliquées pour Internet parce qu'il y a une bulle qui éclate quand même. Il y a une bulle qui éclate, et puis ça faisait, au bout d'un an ou deux, j'en avais aussi marre du conseil, ce côté mercenaire qui me plaisait moins, et j'ai été recruté par TF1, figure-toi. Et tu restes... 2 ans à peu près. 2 ans, Ouais. 2 ans. Mais t'en ressors avec quoi quand même il y a un asset avec lequel tu repars de ça? Écoute, plus une façon de travailler, Ouais. ce que tu apprends finalement quand tu es consultant, une façon de travailler, une façon de poser des questions, une façon de comprendre les clients chez qui tu vas. Tu sais, tu as l'impression d'avoir des solutions ou des miracles que te propose la technologie, et puis tu as la réalité de l'implémentation dans les entreprises qui ont une culture, qui ont un passif, qui ont une dette technique, culturelle, parfois importante, et qui rend la théorie et la réalité peu compatibles parfois. Ok, donc tu finis par quitter cette entreprise. Je finis par quitter Cambridge pour alors aller chez TF1. TF1, incroyable, et notamment TF1 Entreprise, qui était une des structures de TF1, qui était menée notamment par Téléshopping, et qui faisait de la vente à distance, comme on disait à l'époque. Le e-commerce n'existait pas trop, et donc qui était vraiment multicanal finalement, puisqu'il y avait un canal principal qui était la télévision, canal de vente principal, mais également un site internet, puis un site mobile, des magasins, donc là, un vrai multicanal. T'intègres cette division de TF1 avec quoi comme mission? Alors là, j'étais chef de projet, donc là, c'était apporter mon expertise et mon bagage de gestion de projet et de consultant en interne pour lancer plus de sites internet, pour améliorer, pour faire grandir, pour structurer certaines choses. En fait, si tu veux, tu avais une émission de télé qui permettait de vendre beaucoup d'objets. Comment tu en crées un site internet plus fort? Comment tu crées d'autres entreprises internet? Comment t'en faire un vrai gros business? Quand tu as commencé à évoquer TF1, j'ai vu un sourire se dessiner sur ton visage. J'ai l'impression que ça a été une expérience positive. C'était une expérience positive. Tu sais, c'était une expérience de fin de règne à l'époque. C'était la fin de l'ère Patrick Lelay, Étienne Moujotte, notre grande époque, pour basculer dans une autre ère. C'est aussi une ère finalement d'incompréhension un peu d'Internet.
Et qui était, on a vu passer le côté très flamboyant, le côté de chaîne télé, et un peu moindre côté téléshopping, qui était un peu ringard, faut le dire. Et puis on voyait en interne les gens qui voulaient de plus en plus travailler pour téléshopping et ce qui se passait avec les sites internet qu'on montait ou qu'on rachetait. Et donc le côté cool qui commençait à changer un petit peu, c'était marrant d'en avoir ça. T'es resté combien d'années ? Je suis resté 6 ans. Au bout de 6 ans, donc là on est en quoi, 2007-2008 ? Ouais, c'est ça, 2008. En fait, j'ai rencontré sur un des projets, il y avait un projet d'acquisition de chaînes de télé en Turquie, entre TF1 et un gros groupe turc. Ouais. Et le directeur de développement du groupe TF1 était aussi le président de TF1 Entreprise. Et donc je le connaissais, et il m'avait emmené avec lui pour aider à monter le téléachat en Turquie. Ok. Donc super aventure, j'étais beaucoup à Istanbul, et puis il m'a dit, écoute Olivier, c'est bien le côté gestion de projet, mais à un moment donné, il va falloir se mettre au business. Il m'a dit, c'est le moment, on va faire un MBA, vas-y, il m'a poussé. Il s'appelle Michel Kubler, d'ailleurs, je suis en contact avec lui, quelqu'un de génial. Et il m'a poussé, et j'ai fait mon MBA, que j'ai adoré également. Ouais. Puis là, je l'ai fait à HEC. Ouais. Et je me suis dit, moi j'aime tout ce qui est technologique, j'ai grandi là-dedans finalement, j'aime l'humain, maintenant j'aime le business. Qu'est-ce qui va être au carrefour de ces choses-là ? Et je suis tombé sur PayPal. Qui cherchait exactement ça, il cherchait quelqu'un pour travailler sur la partie innovation, c'est-à-dire, là on est en 2010, il se disait, nous on est très fort sur le paiement, mais le paiement s'intègre finalement dans des habitudes d'achat qui vont beaucoup évoluer. Comment être sûr que PayPal va être pertinent dans toutes ces nouvelles façons d'acheter et de vendre demain ? Donc on a vu l'émergence du mobile. Donc là tu rentres chez PayPal pour travailler sur ces sujets-là, tu rentres chez PayPal en France ou aux États-Unis ? En France. Avec une dimension globale ou pour porter l'innovation sur le marché français ou européen ? Alors, on était dans une petite équipe mondiale, puis après tout est structuré, mondial, régional, local. Ouais, je sais bien, voilà, c'est pour ça que je pose la question. Donc, une matrice un peu double, j'étais dans l'équipe France, mais cette équipe-là, innovation, était internationale, voilà, on est très peu en Europe là-dessus. Donc l'idée c'était de faire des paris, de tester des choses, rencontrer aussi bien des startups que des groupes qui veulent se digitaliser. 2010, c'est il n'y a pas si longtemps, mais quand même, c'était une autre époque déjà. Et donc beaucoup de groupes se posaient question de ce qu'allait représenter le digital pour eux. Le Internet, c'était quelque chose qui était à côté de leur business traditionnel encore à l'époque. C'était très siloté. Très siloté. Ouais. Et donc ça a mené à des conversations intéressantes à l'époque avec beaucoup de dirigeants, c'était marrant. Et si tu veux, à l'époque, il fallait trouver les nouvelles verticales, les business models qui allaient émerger, être sûr que PayPal soit pertinent, pour en faire éventuellement des offres nouvelles, et pour aider les commerciaux après à aller vendre ça à ces acteurs. Et donc c'était écrire le playbook, comme on dit pour les commerciaux après, un peu partout en Europe. Tu as fait ça combien d'années ? Écoute, le job a changé au fur et à mesure, j'ai pris d'autres responsabilités chez PayPal, je suis resté 5 ans à peu près chez 5 ans, et c'est quoi les autres responsabilités que au fur et à mesure, je reprenais une partie du marketing, le business développement, les partenariats. J'étais devenu porte-parole de PayPal aussi en France. Ouais, c'est devenu très large. Ça t'a permis, par rapport à la mission initiale. C'était devenu large. Écoute, c'était devenu très large parce que PayPal aussi, c'était une petite équipe en France, donc il y avait plein de choses à faire. Et puis c'est très américain dans le sens où plus tu es capable d'en prendre, plus on t'en va. Donc ça, c'est génial. Et en l'occurrence, ça se passait pas mal, donc j'en prenais plein. Donc tu restes jusqu'à 2015 ? À peu près jusqu'à 2015, et là, ce qui se passe de fin 2014, et ce qui se passe, c'est que je me dis que ça va pas durer, enfin, les équipes vont grossir, mon job va être découpé, c'est une question de temps. Et puis il y a une autre chose sur l'ego, je me dis c'est super PayPal, c'est une boîte qui cartonne, c'est une boîte de dingue, les gens sont super sympas, vraiment j'ai passé un moment génial. Mais est-ce que ça se passe bien parce que je suis bon ou est-ce que ça se passe bien parce que c'est une boîte de dingue et que les gens sont super bons autour de moi ? Et à ce moment-là, je suis approché par un groupe polonais de logistique qui voulait lancer des activités en France. Et c'est le leader des lockers, tu sais, les casiers automatisés pour la livraison de colis, et qui me dit on veut lancer des activités en France, est-ce que ça te dit ? Et je me dis c'est l'occasion de monter une structure de zéro en France et de voir ce que je vaux et de voir si ça marche. De voir si les gens répondent au téléphone simplement parce que c'est PayPal ou s'ils répondent au téléphone parce que ce que tu fais c'est bien. Donc tu acceptes cette proposition pour monter la filiale en France de cette boîte de logistique. Exactement. InPost. InPost qui a pour mission donc de déployer des lockers. Exactement. Qui sont utilisés eux par des marchands
pour livrer leurs consommateurs. Et exactement. Donc tu vends une prestation logistique, tu vas récupérer les colis à l'entrepôt des e-commerçants et tu l'achemines vers les lockers où les consommateurs viennent chercher. Donc il n'y a pas que le locker, il y a aussi le transport. Exactement. Il y a toute la chaîne. Toute la chaîne. Et finalement, similaire à PayPal, tu te bats pour que les acheteurs finaux sélectionnent l'option de livraison in-post sur la page de checkout. Pour développer ça, tu viens du paiement. Ouais. Évidemment que tu peux faire des passerelles avec le paiement quand tu vas dans la logistique. Cependant, le business est quand même assez différent. Dans le paiement, tu es dans du service pur, de la tech. Là, il y a une notion de service dans la supply. Il y a une notion de tech, mais il y a un aspect ultra concret, à la fois des flux et des lockers. Il faut trouver des sites, il faut mettre des lockers. Ça vient ajouter une dimension supplémentaire. Pourquoi ? Ouais, c'était super intéressant. Et d'ailleurs, la personne qui m'avait recruté, la chasseuse de tête, on lui avait demandé surtout des gens qui faisaient de la logistique. Elle avait dit non, il vous faut quelqu'un du e-commerce. Quelqu'un qui est dans le monde du e-commerce. Donc elle avait fait un pari sur moi. Et en fait, si ce n'est ce léger détail qui est la friction de ces objets physiques, incroyables, les lockers, qui sont pas légers. C'est quoi ? Ça pèse des centaines. Ah oui, il faut un camion spécial pour l'amener, tu peux pas le poser n'importe où, il faut poser une dalle, c'est compliqué. Il y a de la vraie logistique. Il y a de la vraie logistique d'installation. Et puis va mettre ça sur une station service, je peux t'assurer que j'ai fait quelques voyages sur les stations avec le casque de chantier, etc. Donc voilà, PayPal, c'était différent. Donc en fait, ça devient quand même vachement concret. Et quand tu lances une filiale, t'es au four et au moulin, j'imagine. Parce qu'il faut à la fois créer ce réseau, parce que sans le réseau, il n'y a pas de proposition de valeur qui tienne. Il faut bien proposer aux e-commerçants qui sont finalement quand même tes clients, c'est ça. Un réseau qui soit digne de son. Comment on fait pour se développer ? On est par cercle concentrique sur des régions, comment on fait ? Alors, c'est intéressant. D'abord, il y a quelque chose de très similaire à PayPal et au paiement, c'est un business d'effet réseau. Donc ça, c'est quelque chose que je comprenais, donc un gros point commun. Et puis après, la notion de cercle concentrique, en tout cas pour les lockers, c'est une question intéressante, c'est qu'est-ce qui pour tes clients veut dire avoir une couverture suffisante pour être intéressant. Et en fait, je me suis rendu compte, parce qu'après j'ai grandi dans le poste, puis j'ai pris une région et donc plusieurs pays, que cette notion de couverture n'avait pas le même sens pour un e-commerçant français et pour un e-commerçant anglais, par exemple. Donc là, c'était intéressant. C'est quoi les différences ? Tu peux nous donner des exemples ? Un e-commerçant français va vouloir que tu sois partout en France pour que potentiellement tu puisses répondre à tous tes clients et puis que tu construises au fur et à mesure ta densité. Un e-commerçant anglais n'a rien à fiche de l'ensemble du pays. Il veut Londres. Il veut les 5 ou 6 principales régions, Londres, Manchester, etc. C'est tout ce qui l'intéresse. Le reste, il s'en fiche. Okay. Là où il y a plus de moutons que d'êtres humains, il s'en fiche, en gros. Ok. Comme ils le disent. D'accord. En dehors de cet aspect très concret, combien de temps tu restes d'ailleurs chez pareil, 5 ans, à peu près. Tu repars avec quoi ? C'est quoi T'as créé beaucoup là. T'es parti de zéro. Au bout de 5 ans, tu laisses quoi ? Écoute, je laisse quoi d'abord un business finalement qui peu de temps après a fait un IPO à Amsterdam, 8 milliards, donc pas mal. Ouais. Non, il y a eu entre-temps, d'abord j'ai travaillé avec le fondateur du groupe qui est un gars incroyable, un Polonais incroyable. C'est le premier Polonais issu de l'ère communiste à devenir milliardaire, un entrepreneur à devenir milliardaire. Donc c'est un personnage là-bas, quelqu'un d'incroyable. Et là, tu touches à ce qu'est l'entrepreneur à succès, fort en caractère, comme il faut pour réussir dans cette dimension-là. Donc ça, c'était génial. Ce qu'il faut pour réussir, finalement, en tout cas, certaines recettes de ce qui peut marcher, en tout cas mes recettes, qui sont certainement biaisées par mon expérience, et je ne sais pas à quel point elles sont réplicables, mais des choses qui ont marché, comment tu fais confiance aux bonnes personnes, ou en tout cas trouver les personnes en qui avoir confiance, comment tu gères le fait d'être seul, parce qu'au quotidien, tu es seul, même quand tu as une équipe, tu es seul, tu es le boss, tu as des boss, tu as des employés, et du coup, tu es seul. Comment tu fais ça ? Comment tu vis ça ? Psychiquement, physiquement, voilà, comment tu survis à ça ? Et puis, un rachat par un fonds de private equity anglais, Advent International. Donc là, on est rentré dans une autre dimension. Et j'ai eu la chance, j'ai une chance incroyable, tu vois. J'entendais à chaque fois sur ton podcast les gens qui disent que c'est souvent des rencontres et des hasards.
Il se trouve que le directeur d'Advent qui a mené ce deal habitait à quelques pâtés de maison des bureaux d'InPost à Londres. Et donc lui, c'était l'occasion pour lui de jouer à la start-up, et donc il venait tout le temps. Et donc pour moi, c'était incroyable de passer autant de temps avec cette équipe de tueurs, hein, vraiment des gens incroyables. Donc j'ai beaucoup appris auprès d'eux sur cette dimension qu'il y avait aussi chez PayPal, où il n'y a pas de limite finalement à ce que tu peux faire. Du moment que ce que tu fais, c'est bon et qu'il y a un vrai potentiel, il n'y a aucune limite d'argent derrière. Il n'y a pas de limite. Plus c'est gros, plus ils vont faire de l'argent finalement. Donc à toi de les convaincre qu'il y a de quoi faire. Donc tu as vécu quelque chose qu'on peut qualifier d'hypercroissance ou ça a été assez mesuré finalement? Non, tu sais, en 4 ans, quand tu pars de zéro, tu peux dire que c'est hypercroissance, mais ça reste relativement petit. Mais bon, peu après, InPost a racheté Mondial Relay par exemple. Il n'y a pas si longtemps. Donc, de rien du tout que personne connaissait, aujourd'hui, c'est un acteur. C'est un gros acteur. Ouais, c'est un gros acteur, en tout cas en Europe. Tu en pars en 2020. En 2000. Quand est-ce que je suis parti? 2019, 2020? Ouais. Tu n'es pas arrivé tout de suite chez Bridge? Non, je voulais me reposer. En fait, ça avait été assez intense. Et puis il y a des startups que j'ai accompagnées depuis quelques années qui m'ont demandé de les aider. Je les ai accompagnés de très loin, et qui m'ont demandé de les accompagner, de les aider un peu. Donc je l'ai fait, début à mi-temps, et puis le mi-temps s'est transformé en plein temps. Et puis est arrivé le confinement, et là d'abord, ils avaient moins d'argent à mettre dans des gens comme moi, et puis moi j'avais besoin de me reposer d'y aller. Maintenant je vais m'occuper de mon bébé, ça va être beaucoup mieux pour moi. Et donc, on arrive à octobre ou novembre 2022. Quand est-ce que tu es arrivé ici, chez Bridge? Ah non, alors attends, parce qu'entre-temps, je vais trop vite. Tu vas trop vite. Entre-temps, je suis appelé par une équipe qui veut lancer une néobanque B2B en France. Ce sont des Russes qui ont lancé une néobanque pan-européenne, enfin qui se veut pan-européenne, et qui sont à Amsterdam, et qui m'ont dit on cherche quelqu'un pour lancer en France. Et donc je dis j'ai fait la Pologne, maintenant je vais faire la Russie. Décalage à l'est. Et voilà, décalage vers l'est. Et donc on a lancé Finom en France. Et Néobanque B2B, écoute, super. Travailler avec les Russes. Travailler avec les Russes, écoute, très bien. Ouais. Après, tu sais, ce sont des Russes qui ont quitté la Russie il y a longtemps. Oui, ils sont beaucoup. Ouais. Basés à Amsterdam. Ouais, à Amsterdam ou à Chypre quand ils le plus souvent. Et c'est des gens qui ont fui leur pays il y a vraiment longtemps, qui avaient déjà monté une banque en ligne et revendu, donc des gens qui ont de l'argent, qui vivent partout dans le monde et qui sont très ouverts. Tu restes pas très longtemps. 2 ans, ouais. 2 ans, ouais. Et t'arrives ici. Qu'est-ce qui fait que t'as voulu venir chez Bridge? C'est quoi en fait, ce qui t'a donné envie, et c'est quoi ta lettre de mission aujourd'hui chez Bridge? Ouais, moi ce qui m'a donné envie, écoute, c'est... tu vois, on n'a pas... Il y a eu aussi un thème en commun, parce que moi ce qui m'a plu chez PayPal, chez InPost et maintenant chez Bridge, aussi chez Finom, c'est j'aime bien être le petit Pousset ou le petit David contre Goliath, mais qui a quelque chose de très solide et que tout le monde ne voit pas encore. Tu vois, PayPal restait petit, les InPost, les gens, les lockers, ça parlait à personne. Finom, oh là là, lancer une néobanque B2B face à Conto, Shine, etc. Oh là là. Et ici, le virement bancaire sur l'open banking, il y a quand même la carte, ça marche plutôt pas mal dans l'ensemble. Pourquoi faire ça? Moi j'aime bien quand il y a quelque chose de technologique, avec de l'effet réseau, que c'est pas évident pour tout le monde, mais qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Donc ça j'adore. Et donc moi c'est un défi qui m'a plu aussi pour ces raisons. Tu vois, le fil continu là-dedans, c'est dans la droite ligne de ce que j'aime faire. Ok, et donc c'est clair, compréhensible. C'est quoi ta lettre de mission? Et avant que tu y répondes, est-ce que tu veux, je crois que tu as envie de compléter la façon avec laquelle j'ai présenté Bridge, parce qu'elle n'est pas complète. Il y a une dimension que j'ai un peu passée sous silence. Ouais, non, tu apprends Bridge comme un acteur du paiement, et c'est vrai, ça l'est complètement. Mais il y a une histoire au-delà de Bridge. Bridge, à la base, c'était Bankin. Bankin, donc, qui est une appli qui te permet finalement de comprendre tes finances personnelles en se connectant à tes comptes bancaires pour aller y charger et y récupérer. Grâce à l'open banking. Grâce à l'open banking. Et donc, si tu veux, ça fait une douzaine d'années que Bridge Banking a cette expérience de l'open banking
et de récupérer les données bancaires pour en faire quelque chose à valeur ajoutée. Donc ça, c'est la partie agrégation, la partie traditionnelle du modèle. Et au sein de Bankin, il y a une partie qui s'est dédiée au B2B et qui est devenue Bridge. Donc ces deux activités ont été scindées au moment de la levée de fonds, et c'est la partie Bridge, donc la partie dédiée au B2B, qui a levé 20 millions en juillet dernier. Ok, merci pour ça. Alors, ta mission, c'est quoi chez Bridge ? Ma mission, c'est de passer à l'échelle supérieure. C'est-à-dire, aujourd'hui, Bridge est une super boîte avec une super techno qui reste relativement modeste dans les résultats, et dont le but, c'est de passer ça à plus grande échelle. Ok, donc voilà. C'est scaler le business. C'est scaler le modèle, c'est trouver un positionnement qui va bien aller face dans cet univers du paiement. Hein, c'est ce que tu disais dans ton introduction. Pourquoi Bridge finalement ? On va comprendre et on va aller loin dans la proposition de valeur de Bridge. Merci pour ta présentation et ce parcours. Je pense que dans les oreilles des auditeurs, ça devient beaucoup plus clair pourquoi tu prends la parole aujourd'hui et pourquoi c'est intéressant de parler de Bridge et comment on va y venir. Mais pour, comme je disais en introduction, prendre un peu de hauteur, bien contextualiser l'environnement business de Bridge, on va parler du marché du paiement de façon assez rapide. En introduction, j'expliquais qu'il y avait beaucoup de moyens de paiement qui existaient, que le paiement, il se trouve entre le consommateur et le vendeur, c'est le trait d'union entre les deux, ce qui impose à toute personne qui offre une solution dans le paiement d'avoir des features en B2C pour le consommateur, des features pour le vendeur, donc en B2B. Et puis ce marché est extrêmement réglementé. C'est assez complexe. C'est pas la première fois ici que je parle de paiement, mais je crois qu'il est toujours bon de remettre un petit peu de contexte là-dedans. Tu as une position privilégiée pour observer ce marché-là. Qu'est-ce que ça t'inspire et comment tu le présenterais ? Écoute, pour la partie e-commerce, c'est la partie la plus évidente, mais c'est pas la seule partie, je reviendrai à ça. Mais pour la partie e-commerce, c'est une accélération de ce qui se passe depuis une quinzaine d'années. Enfin, même plus. Tu vois, je te parlais de 99 aux États-Unis. Ce qui manquait véritablement, c'était la confiance. Tu vois, tu mets ton numéro de carte sur un site, tu sais pas ce que c'est, tu comprends pas très bien ce que c'est qu'Internet et ce que c'est qu'un site Internet, c'est compliqué. L'un des acteurs qui a créé cette confiance, enfin les acteurs, tu as les banques qui ont fait ça, tu as Visa et Mastercard qui ont fait ça, mais tu as aussi PayPal. Et notamment avec eBay qui a vraiment changé la donne là-dessus. Et qui a fait exploser le e-commerce en général. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un truc incroyable avec le e-commerce, c'est que tu peux tout mesurer. Tu peux tout mesurer beaucoup plus que dans le commerce traditionnel. Enfin, maintenant on y vient, mais tu peux tout mesurer. Et donc, les gens se sont rendus compte que sur la page de paiement, sur la page de checkout, au moment finalement de finaliser la commande, ce qui fait que les gens abandonnent le plus souvent, c'est lié au paiement. C'est lié au paiement. Parce que c'est pas le moyen de paiement préféré des gens, parce qu'ils n'y arrivent pas, parce que... et c'est là que ça coûte le plus cher. Tu as dépensé de l'argent pour faire venir les gens sur ton site, pour trouver le bon produit, pour machin, etc. Et à la fin, ils abandonnent. T'es pas très content. Donc il y a une vraie incentive pour les e-commerçants à travailler cette page de checkout et notamment les solutions de paiement. Et rapidement, ils se sont rendus compte que plus tu proposais de moyens de paiement, plus tu as de chances que ton client il va y trouver son compte. C'est le fameux travail sur le taux de conversion de la page de checkout. Exactement. Et donc tu as un gros travail là-dessus. C'est pour ça que c'est passé des cartes à les cartes plus PayPal, à les cartes plus PayPal plus le Buy Now Pay Later, ou le paiement en X fois sans frais, ou le paiement en crédit, ou etc. etc., etc. Et donc plus tu en rajoutes, et c'est pareil d'ailleurs pour la logistique, on parlait de tout à l'heure, c'est la même chose. Plus tu as de façons de te faire livrer qui te conviennent pour cette commande-là, plus tu as de chances que la commande transforme. Donc ça, tu as une vraie pression là-dessus. Parallèlement à ça, tu as une pression sur les prix. C'est-à-dire que, peu de gens le savent, mais la plupart des sites e-commerce ont du mal à être rentables. La rentabilité, elle est compliquée pour les sites e-commerce. Ouais, la rentabilité des sites e-commerce a été un défaut majeur pendant très longtemps, et aujourd'hui, alors c'est pas toujours le cas, on peut penser à Made.com qui a fait faillite il y a encore pas très longtemps, qui était quand même un acteur de référence sur le marché, une marque très connue. Complètement. Et qui a fait faillite. Cependant, on peut aussi dire qu'il y en a d'autres qui font... qui marchent très bien. Qui font de la rentabilité dans le
dans l'ameublement, par exemple, si on veut rester Made a fait faillite, mais Vente Unique, qui est coté, publie des résultats où ils sont rentables depuis des années. Et si tu veux, la rentabilité est donc clé. Il y a une pression sur les prix, sur trouver des façons de moins en moins chères de faire tourner ce site. Et le paiement, c'est l'une des choses incontournables sur lesquelles les e-commerçants mettent la pression sur les prix. Donc comment tu joues sur avoir le plus de moyens de paiement possible versus avoir les solutions les moins chères possibles. Donc là, quand tu parles de prix, tu parles du coût à la transaction que j'évoquais dans l'introduction. Mais c'est bien de le rappeler, puisque ça ne fonctionne pas gratuitement. Effectivement, un moyen de paiement, derrière, il y a un business model avec un pourcentage des transactions qui sont reversées à l'éditeur de la solution. À l'éditeur de la solution, au CHIM. On va dire, ou à tous d'ailleurs, parce que tous vont finir par toucher. Au début, c'était juste le scheme, et puis après, tu as les différentes couches qui se mettent par-dessus, qui chacun prennent un pourcentage sur ce montant. Voilà. Comment tu vois aujourd'hui, en 2023, cette relation au paiement, à la fois du côté des vendeurs et du côté des acheteurs? Il y a plein de moyens de paiement, tu l'as dit toi-même. Online, offline, on peut peut-être ajouter le smartphone qui peut-être est là aussi une sorte de trait d'union entre le on et le off avec l'utilisation de wallet. Comment tu perçois aujourd'hui l'attitude de ces deux populations-là face au paiement? Écoute, je pense que pour commencer sur la partie consommateur, parce que ça me fascine, tu vois, on revient sur l'aspect psychologique. Je me souviens en 2010-12, déjà tous les ans, les banques disaient cette année, c'est l'année du paiement mobile, du paiement NFC, c'est l'année. En mettant beaucoup d'argent derrière pour soutenir les initiatives. Et pour que ça arrive, il a fallu l'arrivée d'Apple Pay et une pandémie mondiale. Pour changer... J'ai envie de dire surtout une pandémie mondiale. Enfin, disons que c'était un énorme accélérateur. Il a fallu les deux en même temps pour que finalement le mode de consommation change. Pour changer le comportement. Enfin, évolue, parce que le changement, il n'est pas radical non plus. Il y a une pénétration plus forte de l'utilisation du mobile. Malgré tout, la carte reste... Non, mais derrière, c'est toujours une carte, de toute façon. Non, mais bien sûr, mais tu utilises ton device pour payer. Tout à fait. Et ça, pour apprendre ce nouveau comportement, il a fallu deux choses énormes, deux choses majeures. Donc ça rend un peu humble quand tu te dis que tu as une solution géniale et te dire que toi, tout seul, tu vas éduquer le marché, que tu vas faire changer tout le monde du jour au lendemain parce que tu es génial. Donc ça, voilà, quand tu vois ça, parce que Apple plus une pandémie mondiale, sont deux petites choses pas forcément faciles à reproduire et surtout c'est facile de se trouver humble par rapport à ça. Ouais. Donc, déjà il y a ça qui est important à garder en tête. Et puis les consommateurs, il faut comprendre qu'ils n'ont aucune initiative à changer de comportement. Ils ont appris à faire quelque chose d'une certaine façon. Si tu veux qu'ils changent de comportement, il faut que ta plus-value soit suffisamment importante pour que non seulement ils en aient envie, mais qu'ils aient envie de faire l'effort de changer ce comportement. Et ça demande une plus-value perçue par le consommateur plus forte que juste se dire on est un tout petit peu mieux. Alors j'adore cet exemple-là et on va ouvrir une parenthèse. Vas-y, pour aller plus loin dans ton commentaire. Quand tu dis ça, et je suis d'accord avec toi, effectivement, il y a des freins au changement, et c'est humain, et c'est partout pareil dans le paiement, mais dans tous les... Dans tout, c'est juste humain. C'est humain. Et là, je vais ouvrir une parenthèse sur la génération Z. La génération Z, donc les plus jeunes, sont pas encore trop formatés, puisque par définition, ils n'ont pas beaucoup d'expérience étant jeunes. Prenons le cas, toujours pour rester dans le paiement, de Lydia. Ouais. Lydia, c'est devenu... On parle d'un Lydia. Ouais, on fait un Lydia, ouais. On fait un Lydia. C'est avant tout... Je ne connais pas les chiffres, Cyril Chiche pourrait nous les communiquer, mais c'est une grosse partie de la génération Z qui l'utilise. À la maison, j'en ai, je vois ma fille qui a 18 ans, elle travaille avec Lydia, elle fait avec Lydia, elle partage l'argent avec Lydia, ils font des Lydia. Ils n'avaient pas en tête autre chose, et ils se sont
engagé, ils ont adopté cette technologie beaucoup plus simplement que des gens de notre génération, comme qui sont pas tous ce qu'il y a de plus jeune, donc c'est une réalité, pour qui le changement est plus difficile. Question, est-ce que finalement, travailler ces générations-là, Z, est peut-être un moyen intéressant, d'un point de vue stratégique, de faire changer. C'est à Cyril qu'il faudrait poser la question. Mais bon, tu sais, Cyril, il travaille depuis un petit moment. Hein. C'est pas du jour au lendemain, il s'est dit on va travailler la génération Z et ça va se passer. Hein. Quand il parlait de Lydia en 2012, je crois que c'est il y a une dizaine d'années Lydia, hein, si je me souviens bien, il a mis 10 ans quand même pour en arriver là. Donc si tu sais pas en 10 ans, je vais targeter la génération Z et ça va arriver du jour au lendemain. 10 ans, c'est quand même pas ultra rapide non plus. Non. Donc je pense pas qu'il y ait une façon miraculeuse de faire les choses. Je pense pas que la génération Z soit tellement plus appétante que les vieux idiots que nous sommes. Je sais pas à quel point on peut dire des gros mots dans ton podcast, mais en tout cas quelqu'un qui va rentrer qui va rentrer dans la vie ou commencer à gérer son argent pour la première fois, il va l'apprendre avec les moyens de son temps. Donc il n'aura rien à désapprendre puisqu'il va l'apprendre avec ce qu'il a. Est-ce que pour lui, après passer au truc suivant, ce sera plus compliqué, comme pour ses aînés. Comme pour les aînés. Allez, on referme la parenthèse. Donc sur 10 ans... Ouais, c'est un peu long. Les consommateurs, t'en parles côté des vendeurs. Alors, à la fois les e-commerçants, t'as commencé par là. J'ai envie aussi d'inclure dans la question les retailers, les distributeurs physiques. Aujourd'hui, il est assez commun d'avoir une activité omnicanale pour les distributeurs. D'ailleurs, dans les derniers rapports de la FEVAD sur les ventes de produits en ligne, des produits tout court, mais principalement en ligne, on se rend compte que les vendeurs qui ont un réseau physique s'en sortent mieux que ceux qui sont des pure players. Donc voilà, le retour du magasin, c'était encore un titre sur BFM Business il n'y a pas longtemps. On ne peut pas l'ignorer, on ne peut pas dire d'un côté il y a les ventes en ligne, de l'autre les ventes en magasin. Pour ces acteurs-là, le paiement aujourd'hui, il est interprété comment ? C'est quoi les questions qui se posent ou comment ils intègrent finalement l'innovation dans leur business ? Écoute, je pense que c'est toujours pareil. Il faut qu'il y ait une initiative, il faut qu'il se passe quelque chose qui leur fasse se poser la question. D'abord, l'arrivée du mobile, il se fait aussi, on en parlait tout à l'heure, et principalement dans le monde physique. Il a d'abord commencé en ligne, mais ensuite dans le monde physique. Donc finalement, ça les impacte aussi beaucoup immédiatement. Je peux te donner un autre exemple. Le paiement via le QR code, c'est quelque chose sur lequel on travaillait il y a 10 ans chez PayPal. Le paiement avec le QR code, ça consiste pour un vendeur, et arrête-moi si je me trompe, à présenter finalement le montant à payer au travers d'un QR code qui est scanné par le téléphone du vendeur, de l'acheteur, et qui va générer un virement du montant correspondant. Ça peut être un virement. Alors nous, en l'occurrence, effectivement, chez Bridge, ça va faire un virement, mais à l'époque, ça renvoyait sur une page de paiement PayPal, etc. Et tu as par exemple... Donc ça, pourquoi je te raconte ça ? Parce qu'à l'époque, on travaillait là-dessus avec PayPal, et on avait cette solution, et à part une chaîne de pizza en Angleterre, c'était compliqué de le vendre. Tu as Sunday, avec un petit coucou à Christine d'ailleurs de Vindel, Sunday qui a levé énormément d'argent et qui cartonne en faisant du paiement QR code, principalement pour la restauration. Donc si tu veux, il y a aussi, il s'est passé 10 ans, les cycles sont parfois longs, mais qu'est-ce qui se passe qui fait que du jour au lendemain, tu as une verticale qui te dit attends, là c'est important pour moi. Là, c'est important pour moi maintenant. Donc, comment nous, on peut arriver à faire ça et en étant humble sur le paiement, se dire, mais sur quelle tendance, sur quelle problématique forte que vont avoir mes clients potentiels, je peux surfer pour arriver à ce que les choses changent, les comportements changent. En l'occurrence, pour le paiement, il se passe quelque chose de fort, notamment dans le paiement B2B. Donc, on s'éloigne du e-commerce, mais c'est la facturation électronique. Parce que sur la facturation électronique... Donc ça, c'est une directive européenne, si je dis pas de bêtises. Non, il y a une obligation quand même réglementaire. Il y a une obligation. En France,
les grandes entreprises vont devoir passer à la facturation électronique à partir de 2024, et puis les années suivantes, les entreprises plus petites. Et en fait, ce que ça impose, donc tous les échanges de factures vont être faits de façon électronique, mais surtout, alors via des plateformes qui vont centraliser, des plateformes de dématérialisation de factures, puis transmises à l'administration fiscale, tu as une obligation de transmettre les statuts du paiement. C'est-à-dire qu'il va y avoir un lien technique entre la facture et le paiement, qui va être obligatoire pour tout le monde. Et donc là, tu as des entreprises qui doivent passer sur la facturation électronique, donc digitaliser des processus qui n'étaient pas forcément complètement, au mieux pour l'envoyer au comptable, et en plus y associer le paiement. Donc il y a une sorte de révolution, un changement de comportement et un changement technologique qui est obligatoire. Donc là, forcément, tout le monde se pose la question. Et quand tu vas voir des grosses entreprises qui ne font pas forcément de commerce en ligne et qui doivent s'intéresser au paiement, du jour au lendemain, si tu leur dis qu'ils doivent faire un paiement par carte, ça fait mal au business model. Ok, donc aujourd'hui, quelque part, ce que tu es en train de dire, c'est que la réglementation pousse à l'innovation dans le paiement, à la réflexion autour de l'intégration de solutions innovantes pour les commerçants, en fait, en règle générale, les entreprises, mais les commerçants en particulier. Avant qu'on ne parle justement de la façon avec laquelle Bridge propose, s'insère dans ce flux d'innovation, tu as commencé à l'évoquer, la réglementation. Tu peux nous en dire un peu 2-3 mots sur cette réglementation, parce que c'est difficile de parler du paiement sans faire un focus un peu sur la réglementation qui est complexe. Qui est très complexe. Là, on parlait réglementation plus fiscale, la partie facturation. Mais effectivement, tu as d'abord la volonté au niveau européen de pousser l'innovation au niveau des paiements. Et pour ça, il y a une directive qui oblige les banques à donner accès déjà aux données bancaires. Donc ça, c'est le fameux open banking qui est là, et les technologies que Bridge a développées pour ça. Et au-delà de ça, à permettre via les API, donc ce sont on va dire, je ne sais pas comment expliquer les API. Non, mais les auditeurs, API, on va dire qu'ils connaissent, parce que les API, c'est donc le module technologique qui permet de faire la communication entre systèmes pour un service développé. Exactement. Et donc les API des banques qui doivent fournir peu ou prou les mêmes fonctionnalités que tu trouverais sur ton interface bancaire. Et donc notamment, initier un virement. Et donc tu peux aujourd'hui, via l'API Open Banking, tu dois pouvoir faire un virement depuis un service tiers. Donc si tu connectes ta banque via un service comme celui de Bridge à un service tiers, par exemple un logiciel de comptabilité, tu dois pouvoir effectuer un virement depuis ce logiciel et qui enverra finalement un ordre de virement à ta banque. D'accord ? Donc ça, avec un côté immédiat. Avec un virement immédiat, et pas instantané forcément, immédiat. Alors immédiat, instantané, immédiat, l'argent est prélevé immédiatement, et puis il arrive quand il arrive selon les banques. Instantané, c'est vraiment instantané, c'est de l'ordre de quelques secondes. C'est-à-dire que les deux parties, en l'espace de quelques secondes, l'une voit l'argent partir de son compte et l'autre la voit arriver sur Exactement. Et l'instantané dépend d'une part de si ta banque le propose à l'émission, et si l'autre, là, au niveau de l'acquisition. Donc ça, si c'est le cas, nous, on fait passer le virement en instantané, évidemment. Sinon, il sera immédiat. Cette régulation-là, elle rentre dans quoi cette obligation Alors c'est la DSP2, c'est ce que je voulais te faire. Voilà, c'est ce que je voulais te dire. C'est la DSP2 et bientôt la DSP3. Ouais, bientôt la DSP3. La DSP2, la directive sur les paiements, et donc qui est une obligation, qui est une opportunité, on va dire plutôt, pour des acteurs comme Bridge de se positionner sur le paiement. Oui, le but c'est quoi ? Il y a une transformer volonté politique. l'obligation en opportunité. Ah oui, c'est bon. Ouais, c'est bon. Mais tu as raison de Mais parce que c'est ça le but, c'est pas juste une réglementation pour réglementer. Le but c'est aussi de dire comment on fait pour ne pas laisser l'innovation de paiement uniquement aux mains des banques et des schemes, Visa, Mastercard. C'est-à-dire comment on peut s'en émanciper pour se dire on aura plus d'acteurs, donc plus d'innovation et des coûts moindres. Et finalement, ceux qui s'en sortiront derrière, c'est les marchands et les consommateurs. C'est ça l'idée derrière. Et alors, bien sûr, pour aller un tout petit peu plus loin sur le transfert, le paiement par transfert, ouais.
Je disais en introduction qu'il y a quand même une velléité européenne à pousser ce genre d'innovation. Alors, on m'a raconté, tu vas me dire si tu cautionnes ce genre de choses, c'est aussi pour sortir finalement de la mainmise Visa, Mastercard et de leur réseau et de rapatrier un contrôle plus fort sur les transactions et pas alimenter financièrement à chaque fois ces réseaux-là. Finalement, le transfert, il se fait... Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je le dis bien? Même pas bien? Mais c'est complètement vrai. Et c'est vrai de plus en plus à plein de niveaux différents. C'est vrai au niveau économique, c'est vrai au niveau politique, c'est vrai au niveau stratégique. Dans tout ce qui est technologique, la question se pose aujourd'hui à tous ces niveaux. Malheureusement, l'actualité récente fait qu'on a envie d'être un peu plus indépendant de systèmes étrangers, même si ça fonctionne bien. Donc, comment arriver à créer un système qui fonctionne également avec le même niveau de performance? Et ça, c'est pas évident. On va aller dans le détail. Merci pour ce point sur le marché. Je pense qu'on l'a bien cerné. Bridge, là-dedans, est un acteur qui propose, comme je disais en introduction, le paiement par transfert. On va aller en détail. Peut-être que pour commencer, comme tu peux pitcher en quelques mots, quelques phrases, Bridge, pour ceux qui connaissent pas encore, même si on en a déjà pas mal parlé, mais juste, tu vois, comment tu définis ça? Bridge utilise les possibilités de l'open banking pour initier des virements, avec donc, le virement que les consommateurs connaissent bien, avec une expérience encore meilleure que celle de la carte, quand c'est sur l'e-commerce, mais avec des prix qui sont ceux du virement et pas ceux de la carte. Donc ça parle plus aux marchands. Donc le meilleur du virement, le meilleur de l'expérience de l'ère d'Internet, tout ça pour avoir quelque chose de puissant, de fiable et de pas cher. Alors, merci pour cette présentation. Maintenant, on va rentrer dans le détail. Et j'aime bien être hyper concret. Il y a deux populations, les marchands et les consommateurs, et les deux sont liés. Parce que si le marchand n'est pas convaincu que ça va résoudre un problème du consommateur, il ne va pas adopter la solution. Ouais. Donc, tout est intimement lié. Absolument. Avant de parler du marchand, parlons du consommateur. Et alors là, je prends mon exemple. Ouais. Je suis sur un site de vente, on était dans le mobilier, restons sur le mobilier. J'ai mon panier qui est prêt. Ouais. Je veux payer mon panier, 490 €. Ouais. Je veux le payer par virement. Ouais. Il y a la solution Bridge qui se propose à moi. Je dis mais moi je connais pas, je suis pas client Bridge. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça fonctionne? Comment je dois comprendre l'offre? Alors d'abord, tu verras certainement payer par virement plutôt que Bridge. Parce que Bridge, c'est pas forcément une marque que les gens connaissent. Je sais pas si c'est une marque que les gens ont vocation à connaître plutôt que virement, puis on va se battre. Donc le commerçant aimait payer par virement. Voilà, virement, Powered by Bridge peut-être. Ça va dépendre aussi de comment on va le faire avec le commerçant. Ça déjà, c'est une grande différence. Juste, notons que pour un panier à 485 €, c'est ça que tu as dit? Ouais. Tu as au moins 40% de chance que ton transaction carte soit refusée. Parce que tu auras excédé un plafond ou que la banque rejettera ce paiement. Et donc là, on en revient au taux de transformation. Même avec le 3D Secure et l'authentification forte. Ouais. Au-delà de 100 €, le taux de transactions cartes qui sont rejetées pour cause de plafond ou autre explose. Donc, et ça double quasiment à chaque 100 € que tu rajoutes. Donc déjà, il y a ce niveau-là. Donc là, tu parles de 480 €. Pour un site de mobilier, c'est pas énorme. Si tu achètes un canapé ou une cuisine, ça peut être des milliers d'euros, des voyages, c'est pareil. Et là, c'est compliqué par carte pour la plupart des gens. C'est très compliqué par carte. Donc là, tu as une proposition de valeur immédiate. Si je veux le réserver maintenant pour bloquer ce voyage maintenant ou avoir cette cuisine livrée dans 3 jours, dans 5 jours, je pense à Wallace, on parlera peut-être tout à l'heure, mais livrée dans 5 jours, il faut que mon paiement soit validé maintenant. Et ça, pour que ça marche, aujourd'hui, c'est compliqué via la carte pour la plupart des gens. Donc là, la proposition, et pour le commerçant en tout cas, elle est très évidente. Le consommateur, il ne sait peut-être pas que sa carte, que ça va fonctionner. Donc ça, c'est clair. Il y a deux choses. Tu parlais d'expérience. Donc là, on est côté l'expérience. Je voudrais qu'on reste sur l'expérience pour le consommateur. Il est sur son site mobilier, il a 490 € à payer. Tu cliques sur Bridge. Je veux payer avec Bridge. Je veux faire le transfert. Par virement. Par virement. D'accord. Donc tu choisis virement, tu fais OK. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tu vas me dire ce qui se passe. Moi, aujourd'hui, consommateur, je me dis,
putain, ça va être chiant, va falloir que je rentre mon RIB, et que je rentre les informations bancaires de ce commerçant-là dans mon appli Société Générale et attendre que ce soit validé pour pas faire le virement. Voilà. Pas du tout. Heureusement, c'est pas ça. Donc il y a deux expériences. Une qui te redirige sur ton mobile, c'est celle qu'on préfère parce qu'elle est vraiment nettement meilleure, et une qui est entièrement sur ton laptop, son desktop. Donc l'idée, c'est que tu cliques et tu es redirigé vers soit ton application mobile, soit une fenêtre qui s'ouvre. Ton application bancaire. Bancaire. Voilà. Application mobile bancaire de ta banque. Donc tu as une fenêtre qui s'ouvre d'abord. Tu choisis ta banque. Donc tu choisis, tu m'as parlé de Société Générale, très bien. Tu choisis Société Générale. Si tu es renvoyé sur ton portable, si tu as un QR code, tu peux scanner, si tu n'étais pas déjà sur ton téléphone, qui te renvoie sur ton téléphone portable. Tu es dessus, tu as l'application qui s'ouvre, avec un peu de chance, la sécurité biométrique te permet de te connecter à ton application, tu rentres dans ton code, et là tu as une demande de validation de la transaction. C'est-à-dire, on te dit, tu dois 485 quelque part comme l'authentification forte. Quand il y a un contrôle qui est fait, qu'on te dit merci de valider, ça fonctionne. Et là, on te dit, tu vois le nom du site, les meubles Olivier, 485 €, certainement la date, tu appuies sur valider, tac, terminé, c'est fini. Tu vois à l'écran sur ton ordinateur, si tu sur ton ordinateur, ça mouline, et tu vois la transaction validée, comme pour un paiement par carte qui demande l'authentification forte. Et tu n'as jamais rentré ni de montant, ni d'IBAN, ni rien du tout. D'accord. Sur mon compte, apparaîtra une ligne comme ayant eu un transfert vers ce nouveau compte, enfin voilà, et tout aura été validé. Donc ça, c'est hyper fluide. C'est hyper fluide. Si on n'utilise pas le mobile pour valider le paiement, ça se fait au travers de l'interface de ta banque. Donc là, tu vas devoir te connecter à ton interface bancaire. Donc tu as une fenêtre qui va s'ouvrir avec la fenêtre de la Société Générale, et tu vas rentrer ton login mot de passe, enfin ton code client et ton mot de passe. Et là, tu vas arriver, pareil, sur une fenêtre avec la transaction validée. Ok. Ça, c'est très clair. Côté consommateur, c'est très clair. Côté commerçant, ouais. Comment ça fonctionne? Comment c'est présenté? C'est quoi l'intérêt? Est-ce que c'est facile à ajouter finalement à un portail de services de paiement? Alors, d'abord, comment ça fonctionne? Pour lui, c'est encore plus facile que la carte, puisque la grande différence de la carte, c'est qu'il n'a pas de réconciliation à faire. C'est-à-dire que alors ça, je parle peut-être chinois. Non, tu parles pas chinois. Non, mais vas-y. Mais quand tu es payé avec une carte, tu as tes paiements par carte, et puis après, tu as ce qui arrive ou pas sur ton compte bancaire. Et tu dois comparer ce que la banque t'a dit qui était passé, ou le prestataire qui a géré les paiements par carte pour toi, et ce que tu as sur ton compte en banque, et tu dois comparer les deux et vérifier que ça match. Et quand tu es omnicanal, tu dois faire la chose de façon plus complexe, parce que de la même façon, dans les points de vente, tu dois tout remonter et faire aussi cette réconciliation. Exactement. Quand tu fais payer par virement, le virement arrive directement sur ton compte bancaire, donc tu as par exemple ton compte bancaire avec ton compte bancaire, l'argent est là, avec la référence que toi tu as choisie, puisque tu as remarqué que le consommateur n'avait rien saisi, donc il n'a pas saisi la référence de la commande pour le paiement, donc tu as la bonne référence, le bon montant, directement sur ton compte bancaire. Donc il y a du travail en moins finalement à faire pour le marchand à ce niveau-là. Après, pour l'intégration sur le site e-commerce, là, on a une technologie très simple, une technologie aussi par API, c'est relativement simple à faire. On sait que relativement simple et simple sur le papier. La réalité, ça n'est jamais autant. Et donc, c'est à nous de faire le travail, d'être pré-intégrés, soit dans des modules e-commerce, modules PrestaShop, WooCommerce, etc., bien connus. Donc, ce sont les technologies que les e-commerçants utilisent pour bâtir leur site e-commerce, finalement, pour faire de Bridge une option qu'il n'y a plus qu'à activer. En gros, donc l'intégration technologique du côté du commerçant, elle est relativement faible. Écoute, vous avez un accompagnement, j'imagine? Elle est relativement, oui bien sûr, on accompagne les e-commerçants, parce que même si c'est relativement simple, c'est du paiement, donc c'est très sensible, l'e-commerçant, il n'a pas envie de perdre la moindre vente parce qu'il y aurait un bug, une erreur quelque part. Sûr. Donc à nous de les accompagner pour que ça se passe bien, et à nous de faire en amont ce qu'il faut pour que ce soit le plus simple possible, a priori, donc être dans les bons modules e-commerce, être intégré chez les bons PSP, donc les prestataires de paiement, dans lesquels on est une des options de paiement, au même titre que plein d'autres. Comme ça, les commerçants, il n'y a plus qu'à cocher pour choisir les options de paiement. On parlait tout à l'heure des coûts. Ouais.
quand tu utilises un paiement par Visa, il y a un coût pour le PSP, il y a un coût pour Visa. Ouais. Quand tu utilises le virement de Bridge, tu as un coût pour Bridge et c'est tout. Tu as un coût pour Bridge. Si tu passes par un PSP, tu auras aussi un coût par Tu PSP. l'intègres dans ton PSP, Bridge. Tu peux l'intégrer dans le PSP, bien sûr, bien sûr. Alors, pas tous les PSP pour l'instant, ça fait pas le travail qu'on est en train de faire, mais oui, Mais bien sûr, c'est le but. tu l'intègres dans le PSP parce que... Pour tes stats unifiés, pour avoir un seul endroit où regarder les choses et pour que ce soit plus simple. Tu sais, le but c'est que ce soit plus simple pour les e-commerçants. Donc l'e-commerçant, on doit pouvoir lui laisser le choix de le faire soit directement, s'il a envie de faire directement, soit via son module e-commerce, soit via son PSP, son orchestrateur de paiement. Quelle que soit la façon dont il a envie de l'intégrer, il faut que ce soit facile pour lui. On a compris que il y avait un côté hyper certain de l'obtention de l'acquisition des fonds. Ouais. Et c'est immédiat. Enfin, voilà, il a l'argent sur son compte Ouais. tout de suite après que la vente était conclue. Ça, c'est fort. Il y a donc la notion de coût. Et là-dessus, attends, il y a un truc important là-dessus, c'est que le virement n'est pas répudiable. Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est définitivement acté. Tu peux pas revenir en arrière et l'annuler. Il n'y a pas de chargeback sur le virement. Tout comme... Ouais. Donc ça, c'est sûr. Côté fraude, Ben, il n'y en a pas. il n'y en a pas. Ça, c'est quand même si la fraude n'est pas le truc le plus fort, elle existe. Voilà. Et il y a les coûts. Alors, pourquoi c'est plus avantageux pour le commerçant de procéder comme ça? Et tu parlais tout à l'heure des banques qui permettent, on va reprendre la Société Générale. Moi, si je veux faire un virement immédiat sur la Société Générale, je suis chargé. Ouais. Si je le fais... Un virement instantané. Ouais. Ouais. 80 centimes. Ouais. Sur Boursorama, où je suis aussi, c'est 0. Ouais. Mais à la Société Générale, c'est 80 Ouais. centimes. Tant pis pour vous, hein, les mecs, hein, vous aviez qu'à pas le faire. Je l'aurais pas dit. Comment ça se passe là? Est-ce que je suis chargé de 80 centimes aussi? Non, là, ce sera probablement du virement immédiat et pas instantané dans ce cas-là. En fait, il faut que ce soit des deux côtés, que ce soit gratuit des deux côtés pour que ça fonctionne bien. Mais alors, comment il y a ce côté instantané? C'est-à-dire que... Ce sera immédiat et pas instantané dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, alors Ouais. il y a plusieurs niveaux là-dessus, et c'est important. D'abord, il faut que des deux côtés, l'instantané passe et soit gratuit. Sinon, c'est compliqué que ça passe en instantané, et nous, automatiquement, on va détecter si c'est de très fortes chances que ça passe en instantané, on l'enverra en instantané, sinon ce sera en virement immédiat. L'argent sera prélevé tout de suite, et il arrivera dans 24 heures sur le compte bancaire de l'e-commerçant. D'accord ? Ça, c'est une chose. Il y a une chose que tu disais sur le prix du virement instantané, c'est que ce qui est en train de se passer, c'est qu'au niveau européen, on est en train d'imposer aux banques de ne pas discriminer la façon de transférer l'argent. C'est-à-dire que la banque ne pourra pas faire plus cher le virement instantané que le virement immédiat. Ok. Le but, m'en avouer, étant que demain, toutes les banques fassent du virement instantané gratuit. Ok. Et donc c'est un peu le sens de l'histoire. Donc D'accord. c'est pour ça que, en ce moment, il se passe des choses sur certaines interfaces bancaires. On voit des prix bouger, même pour le virement immédiat parfois. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose qui va être réglé. Côté marchand, Ouais. lui, il a quoi comme coût? C'est quoi l'ordre de grandeur? Pourquoi c'est financièrement intéressant pour lui? C'est au moins 30% moins cher que le coût de la carte. D'accord. Au moins 30% moins cher. Au moins, ça dépend du nombre de transactions, Du ça dépend de ces volume, choses-là, bien sûr. mais c'est au moins 30% moins cher que le coût de la carte. Donc c'est plus sûr, c'est immédiat et c'est moins cher. C'est pas mal quand même. C'est pas mal. C'est un bon deal. C'est un bon deal. C'est un bon deal. Alors, on a beaucoup parlé du e-commerce. Comment tu peux transposer ça dans le monde physique? Prenons le e-commerçant qui se met à ouvrir des magasins. Ouais. Les DNVB en font quand même. Ouais. Il y en a beaucoup qu'on voit faire entre Cézanne, entre le slip français, Ouais. Bonne Gueule. Ils ouvrent des points. Et eux, peut-être qu'ils sont déjà ou pas, mais clients de solutions de transfert. Ils disent, bah ouais, mais moi je voudrais que ça soit aussi possible en magasin. C'est possible? Complètement. L'une des façons très simples, c'est de le faire via... Alors, je t'ai dit tout à l'heure qu'on pouvait le faire via un lien de paiement ou un QR code. En fait, on peut générer un lien de demande de paiement, finalement, que toi, donc tu es le slip français par exemple, et tu dis, vous me devez 92 € de slip pour les slips, et bien très bien, tu vas générer une demande de virement, finalement, via un lien
Alors ça peut être un lien qui se présente sous juste un lien à cliquer ou un QR code. Alors attends, une fois encore, on est dans un environnement concret. Je suis dans le magasin. C'est dans le magasin. J'ai mon panier, vous en avez On peut pour imaginer deux choses. 110 €, monsieur. 110 €, monsieur. On peut imaginer deux choses pour payer. Tu dis, moi j'aimerais bien payer par virement. Ouais. D'accord. Ou on te propose de payer par virement. On peut faire deux choses. Soit on te montre un QR code. Et je le scanne avec mon Tu téléphone. le scannes avec ton téléphone. Expérience qu'on a fait tout à l'heure. Ouais. Ça, c'est un truc. On peut aussi t'envoyer, parce que tu es un client qui est dans la base CRM du Slip français, par SMS, par email, un lien de paiement. Votre facture machin, tu cliques, tu as ta facture Slip français que tu reçois par mail à l'instant, tu dis ah bah tiens je clique, paf, à nouveau même expérience. Ok. Donc ce sera toujours la même expérience. Donc en point de vente, le ou les vendeurs ont la possibilité au travers d'un device ou d'un ordinateur de pousser au client cette information-là. Complètement. Ou depuis demain leur système de caisse, ou exactement. Ok. Exactement. Justement, on va rentrer dans du concret, de l'exemple. On parlait de business case. Ouais. C'est quoi le client là qui est chez vous, Non, mais illustre bien. Je vais t'en donner un parce qu'on parlait tout à l'heure tous les deux du Hub Retail qui avait lieu la semaine dernière. On a un client qui était là qui vend des cuisines en ligne. Tu vois, il vend des cuisines, il s'appelle Wallers. Et en fait, son truc, c'est qu'il vend des cuisines principalement pour de la gestion locative. Donc, ils veulent des cuisines qui arrivent en 5 jours, à partir du moment où elles sont payées. 5 jours, elles sont arrivées. Et elles mettent 5 heures à être montées. Donc, c'est vraiment de l'ultra efficace. Sa promesse, c'est tu passes ta commande, tu payes, 5 jours plus tard, t'es livré. Ok. Donc, eux, pour qu'ils puissent tenir la promesse des 5 jours, il faut qu'ils soient sûrs d'être payés là, maintenant. Sauf que quand le panier moyen il est au moins de 3 000 €, c'est compliqué pour les cartes des gens. Et donc lui, il propose le paiement par virement, par bridge. Donc ça marche super bien, parce que tout de suite, il sait qu'il est payé. Il peut expédier la marchandise dès le lendemain, et la marchandise arrive à temps. Donc il peut le faire, il a eu 0 fraude depuis son lancement, il est super content, et il a aujourd'hui à peu près 30% des commandes initialement qui sont par bridge. Il a vu un taux de conversion augmenter ou Lui, il s'est lancé avec ça. Il s'est lancé ouais. avec ça parce qu'en fait, lui, quand il a commencé, il s'est dit, mais il va avoir un problème avec la carte. Donc lui, c'est le gros, c'est du BNPL, c'est du bridge. Combien de temps ça lui a pris d'implémenter la solution bridge? Lui a dit tout compris avec les tests, une journée. Une journée? Ouais, il Non. l'a fait dans la journée. Si, ouais. Ah ouais. Il y a un Donc, dev pour une journée. comment Intégré par API et une journée. comment test compris. un client intéressé fait pour souscrire à l'offre Bridge? Il se rend sur le site de Bridge. Il va sur le site de Bridge, il dit je veux une démo et c'est parti. Là, il a aussi accès évidemment à une sandbox où il peut tester lui-même, s'amuser avec et voir comment ça fonctionne. il y a quelqu'un qui le contacte après la demande de Il y a quelqu'un qui démo. va le contacter exactement et qui va lui dire qu'est-ce que vous essayez de faire, est-ce qu'on peut vous aider, est-ce que vous avez des questions, et puis si ça marche bien, si les gens sont contents, on fait un contrat et puis c'est parti. On gagne de l'argent tous. Donc c'est réellement une question de jours pour initier le process et l'avoir en live sur son... Ah, ça peut commencer, c'est très très rapide. Si vous voulez commencer sur Sandbox, en 1 heure c'est fait. Ok. Si vous voulez tester et vous amuser, en 1 heure c'est fait. Ça peut être fait demain, ça peut être en prod. Ok, donc il n'y a pas tellement de délai, il n'y a pas de coût Il n'y a pas de d'implément. délai, on ne vous demande pas un contrat monétique, mais ça dépend de la complexité de ton site. C'est quoi un C'est toujours site pareil. compliqué? Écoute, un site compliqué, c'est un site qui va avoir, qui va demander, qui a internalisé beaucoup de choses liées, par exemple, au risque, liées au remboursement, liées à la compta, etc. Et qui doit être sûr que c'est pas juste ton paiement, c'est comment ton paiement va s'imbriquer. Pas juste le paiement et la page de checkout, c'est le paiement et tout ce qui se passe derrière, tous les flux qui vont aller derrière. Et donc ça, tu as beaucoup de choses à brancher, à tester, à être sûr que ça fonctionne bien dans tous les sens. Et ça, c'est parfois un peu compliqué. Donc plus le site est gros, plus ça va être long. Ok. Ton client, le cuisiniste, lui, il a accès à une plateforme, un back-office qui lui permet de monitorer l'activité. Ouais, tu as un back-office Bridge, bien évidemment. Qu'est-ce qu'il y trouve comme information? Il y trouve des stats, il y trouve la capacité de rembourser ses clients, il y trouve... rembourser les clients, très bien. Ah c'est important de rembourser les clients. Exactement. Quand tu payes par carte aujourd'hui, tu veux te faire rembourser, Ouais. on peut le faire par carte. Faire par carte. Nous, on le fait par virement. Donc ça veut dire que finalement, l'arrivée des données bancaires, mes données bancaires étant utilisées pour initier le transfert, Ouais. elles sont aussi du côté du Ouais. commerçant qui peut faire le return. Ouais. Et là, on le fait
via un partenaire également qu'on utilise pour faire ça. Parce que nous, on n'a pas les capacités, nous, à le faire nous-mêmes. D'accord. Et donc, on utilise un partenaire pour faire ça, de la galaxie BPCE, d'ailleurs, Xpolens, pour ne pas le nommer, que tu avais il n'y a pas longtemps c'est ça. ici. Voilà. Exactement. Petit coucou à Jean. Voilà, Jean-Guillaume qui est passé il y a pas très longtemps sur Xpolens. Que sur le Xpolens qui est passé sur les Digital Doers. Est-ce qu'il y a un aspect du business de Bridge qu'on a zappé, qu'il était important d'évoquer? Écoute, on parle beaucoup d'e-commerce, tu as raison, la solution, elle marche aussi bien online qu'offline, c'est pareil, grâce au mobile, pour nous, c'est absolument pareil. C'est moins cher, c'est plus sûr, donc finalement, on se dit, pourquoi les gens n'adoptent pas plus vite? Il y a quand même une méconnaissance pour l'instant de ce que c'est, puis le virement, les gens ne comprennent pas que le virement puisse avoir une expérience finalement au moins aussi bonne que la carte, pas encore tout de suite, c'est notre travail. Là, il y a c'est le commerçant qui intègre ça, il a aussi une éducation à faire. Bien sûr qu'il y a une éducation à faire, bien sûr, on en est au tout début, du paiement par open banking. Ça, c'est la partie e-commerce qui est la plus flashy parce qu'on en parle beaucoup, mais la vraie dimension qui est en train d'exploser aujourd'hui pour nous, c'est le paiement des factures dans le B2B. Et donc ça, c'est la révolution qui est en train, un peu silencieuse, qui se passe via la facturation électronique. Il y a 2 échéances, si je ne dis pas de bêtises, 2024 et 2025. C'est ça pour 2024 pour les très grandes entreprises, voilà. et puis les PME à partir de 2025. Ok. Merci pour ce tour, je trouve, assez complet. Je ne sais pas s'il est exhaustif. Certainement pas. C'est le paiement, c'est tellement complexe, tu sais. Non, mais tu vois, on en est à 1h04 d'échange là-dessus. Merci d'avoir quand même porté un regard... nous avoir partagé ton regard finalement sur le marché du paiement et puis expliquer plus en détail ce que c'était que Bridge et puis le paiement par transfert bancaire et de façon immédiate, instantanée. C'était important comme tu le disais, d'éduquer à la fois les consommateurs mais aussi les marchands sur cette possibilité-là. Je note quand même que pour les gros paniers, c'est hyper pratique. Parce que les plafonds de carte bleue, et tout le monde y est confronté. Et là, on enlève énormément de friction parce qu'on sait qu'en plus de ça, même si on a son plafond qui va pas être atteint, on va l'avoir bouffé en grosse partie. Du coup, on se dit je vais partir en vacances, mais derrière, je vais plus pouvoir utiliser ma carte parce que j'ai payé les réservations d'hôtel. Exactement. Voilà. Donc ça résout quand même grandement ce problème. Fini les chèques quelque part et place au virement. Merci 1000 fois Olivier de m'avoir reçu dans les bureaux de Bridge pour cet enregistrement. Et puis je vais remercier comme Exposium et le One-to-One Retail E-Commerce Monaco pour le support qu'il apporte à ce podcast. Merci avant tout à vous tous qui écoutez. Si vous voulez contacter Olivier, je pense qu'on peut le faire par LinkedIn. Par LinkedIn, vous pouvez envoyer un email, olivier.b@bridgeapi.io. Voilà, et si non, je peux toujours faire... le messager entre vous et Olivier. Olivier, il ne reste plus qu'à te dire encore une fois merci et puis à bientôt. À bientôt.